Bonjour tout le monde. Je vous remercie d'être venu à mon exposé, ainsi que je remercie les organisateurs de ce colloque pour m'avoir invité. La petite histoire que je vais vous raconter aujourd'hui concerne un rôle inhabituel d'un enzyme assez important qui s'appelle l'ATP synthase. Cet enzyme catalyse l'ajout d'un phosphate inorganique au diphosphate d'adénosine, l'ADP, pour former l'ATP, le triphosphate d'adénosine, ATP. Comme on le sait bien, une enzyme est supposée abaisser la barrière de potentiel, l'énergie d'activation d'une réaction biochimique, mais en général, elle n'affecte pas l'énergie de la réaction elle-même. Mais cependant, dans cet exposé, je vais vous démontrer que l'ATP synthase, en fait, affecte et l'énergie d'activation et l'énergie de la réaction elle-même. La mitochondrie est le centre énergétique de la cellule. C'est une organelle tout à fait petite, un millionième du volume d'une cellule humaine, par exemple, de la taille d'une bactérie. Elle a deux membranes. Il a une membrane lisse extérieure qui le sépare du cytoplasme ou du cytosol et une membrane corrugée avec des crusties qui contient la matrice où se passent toutes les réactions du cycle de Krebs et tout ce que nous consommons comme aliment est finalement converti par l'intermédiaire du cycle de Krebs en cofacteurs hautement réduits, le NADH et le FADH2. Donc, ils se produisent ici dans la matrice bleue, donc ce compartiment au bas ici. Ces complexes, ces grandes protéines qui sont dans la membrane interne de la mitochondrie, vont arracher ces hydrogènes, et les hydrogènes vont se séparer en électrons et en protons. Les protons vont être éjectés activement dans l'espace intermembranaire, ici entre les deux membranes, tandis que les électrons vont passer d'une réaction à une autre, des réactions redox, dans la membrane, qui sont toutes couplées et qui sont toutes exergoniques. L'énergie qui est libérée de ces réactions exergoniques est utilisée pour pomper les protons contre le gradient de concentration et contre le gradient électrique dans l'espace intermembranaire. Donc ça, c'est grosso modo les concepts principaux de la théorie de Peter Mitchell pour laquelle il a reçu un prix Nobel en 1978. Nous allons nous concentrer sur le rôle de cette enzyme ATP synthase et comme vous le voyez ici, il y a deux sous-structure principale, une sous-structure ici qui s'appelle cylindrique, qui s'appelle le FO, O pour oligomycine, parce qu'elle est inhibée par l'oligomycine, l'antibiotique oligomycine, et le F1, qui est l'unité de catalyse, et les protons qui sont éjectés dans l'espace intermembranaire, ici, ils passent à travers un canal dans l'unité FO, et en faisant cela, l'énergie libérée est capturée par un processus rotatoire de l'unité F1, et en faisant cela, l'énergie libérée par ce passage est capturée pour rendre spontanée la phosphorylation non spontanée de l'ADP en ATP. Donc elle est capturée en formant de l'ATP. Et le mécanisme rotatoire a été récompensé par un prix Nobel en 1997 pour Boyer et Walker, qui ont proposé ce mécanisme et l'ont démontré par des expériences très élégantes. L'ATP synthase est une cible très importante pour la conceptualisation des médicaments et des antibiotiques. Dans cet article, par exemple, Islam Matar, il a fait une revue de la littérature. Par exemple, l'ATP synthase du Mycobacterium tuberculosis, en exploitant les différences subtiles entre l'ATP synthase bactérien et humain pour concevoir des médicaments qui bloquent le mécanisme rotatoire dans la bactérie tout en laissant l'enzyme humain
intacte. Donc, dans la bactérie, cela se passe. Les médicaments comme la bédakine va inhiber le mécanisme rotatoire et en faisant cela, cet antibiotique va arrêter la production de ATP. Donc, la cellule bactérienne va mourir de faim, disons, tandis que l'humain n'est pas affecté. Pour donner quelques nombres, l'énergie libre qui est emmagasinée due à ce déséquilibre de protons peut être exprimée en deux termes principaux. Un terme chimique qui n'a rien à voir avec l'électricité, et c'est un terme qui a tout à voir avec la différence de concentration d'une espèce. Ici, c'est une espèce chargée, bien bon, mais c'est une espèce comme ça pouvait être de l'urée, ça pouvait être du sucre, ça pouvait être n'importe quoi. Mais parce que ce sont des protons, on peut réexprimer cette expression en tant que delta pH, la différence de pH entre les deux surfaces de cette membrane. Et ça, c'est un terme mineur d'une vingtaine, trentaine de pourcents de la delta G emmagasinée ici, tandis que l'autre, le terme qui est dominant, c'est le terme électrique, qui représente une affaire de 70%. Et pour donner quelques chiffres, quelques nombres, la différence de pH entre les deux surfaces de cette membrane, c'est dans les 1 unités de pH, 0,8, 0,9. La différence de potentiel est de l'ordre du 200 millivolts, disons. Et la distance ici varie de 50 à 70 angstroms, ce qui donne des champs assez intenses de 10 à l'exposant 7 à 10 à l'exposant 8 volts par mètre. Chez les humains, l'unité FO est composée d'un anneau qui s'appelle l'anneau C-ring, l'anneau C. Dans l'humain, cet anneau est composé de 8 sous-unités C. Ce sont des hélices alpha. Donc, si c'est 8 et si chaque rotation produit, comme chaque rotation complète produit 3 molécules d'ATP, cela implique qu'il vaut environ 3 protons pour synthétiser un ATP. Ça, c'est important parce qu'on va y retourner à ce concept. Donc, chaque ATP a besoin d'un transfert de 3 protons pour qu'il y ait suffisamment d'énergie libre pour former cet ATP. Comme vous le savez, les hélices alpha, ils ont un moment dipolaire assez important dû à la coopérativité des moments dipolaires des liaisons hydrogènes le long de l'hélice. Donc, puisque cette sous-unité F1 est composée d'hélices alpha, l'hypothèse est si peut-être, dû à ce moment dipolaire ici, il y aura une composante du champ électrique de l'unité FO qui n'a rien à voir avec le champ électrique dû à la non-balance des protons. Est-ce qu'il y aurait un champ électrique qui n'a rien à voir avec le champ électrique de la théorie de la chimiosmotique de Mitchell? Ça, c'est un champ dipolaire qui est seulement lié à la structure même de la protéine. Si cela est vrai, ce champ, s'il a une composante qui est perpendiculaire à la membrane, il peut être contre le champ chimiosmotique, en rouge ici, ou il peut être avec, il peut être constructif, ça peut être une interférence constructive. Dans ce cas, dans les deux cas, il y aura des répercussions non négligeables si, en fait, ce champ qui est lié à la structure même de la protéine est de l'ordre de grandeur du champ chimiosmotique. Donc, dans ce cas, est-ce qu'il y aurait un autre terme qu'il faut introduire dans l'équation qui résume la théorie de Mitchell? Peut-être un terme qui n'a rien à voir avec le gradient de protons et qui a tout à voir avec la structure même de la protéine. C'est ça la question, c'est ça l'hypothèse que nous allons explorer dans ce travail. La première partie du travail a été publiée en 2022 dans cet article qui a été choisi pour la couverture de ChemCom par tous ses collègues. Premièrement, Jean-Nicolas Vigneault, qui faisait son doctorat avec M. Tang Nguyen Dang, et Peyman Fahimi, qui faisait son doctorat avec M. Dang et moi-même. Dans ce travail, nous avons choisi les 5 meilleures structures disponibles en 2022 de l'ATP synthase
il y a des bactéries, il y a des levures, champignons, mammifères. Ça, ce sont les paramètres de base qui décrivent ces structures. Par exemple, le nombre d'atomes non hydrogène varie de 30 000 à 40 000 atomes non hydrogène. Ça provient de diffraction à rayon X ou bien de microscopie électronique à basse température. Les 5 structures ont été téléchargées sur le serveur PDB-2PQR pour résoudre l'équation linéarisée de Poisson-Boltzmann numériquement. Mais avant les paramètres de détail méthodologiques, on a premièrement complété les atomes lourds manquants, ajouté les hydrogènes, attribué les charges, par exemple les charges atomiques ponctuelles de champs de force de Ambers ont été utilisés ici pour approximer la densité de charge de la protéine. Le pH a été ajusté à 7, la température 25 degrés, etc. Et puis, une fois que ces paramètres ont été ajustés, Jean-Nicolas Vigneault a calculé des cubes de potentiel électrostatique aux alentours de ces 5 structures d'ATP synthase. Avant de vous montrer le résultat principal, je vais introduire un système de coordonnées ici, où la coordonnée Z va indiquer la position. Donc ça, c'est la membrane interne de la mitochondrie. Ça, c'est la structure de l'unité FO. Ça, c'est le F1, l'unité catalytique. En bas, ici, c'est le compartiment de la matrice mitochondriale où les réactions du cycle de Krebs se passent. Ça, c'est la membrane interne. Ici, c'est l'espace intermembranaire entre les deux membranes. Système de coordonnées ici perpendiculaire au plan de la membrane interne. La coordonnée Z qui va être négative si nous sommes dans l'espace intermembranaire. Et le moment où le proton va entrer dans le canal de l'unité FO, ça va être le Z égale à 0, et puis ça commence à devenir positif. Et dans les environs de 60 à 70 angstrom, le proton va sortir de l'orifice ici pour rentrer dans la matrice mitochondriale. Donc tout ce qui est positif, c'est après l'entrée du proton dans le canal, et tout ce qui est positif plus grand que 70, disons, c'est là où le proton est éjecté dans la matrice mitochondriale. Le résumé du résultat que je vais vous montrer est de sorte que si on va regarder de haut ici, verticalement sur la membrane, pour voir la topographie du potentiel moléculaire dans les plans qu'on coupe comme un salamé, tac, 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 en descendant le Z. Donc, on voit ici, on a coupé ça dans 600 sections dans le cube. Donc, on voit ici un exemple d'un plan dans l'espace intermembranaire. On voit que c'est le rouge, c'est un potentiel positif, et quand le proton juste sort de l'orifice ici, ça devient plus ou moins bleu, qui est un potentiel négatif, et puis on n'a pas étudié en détail ce qui se passe après cela, parce que nous sommes intéressés seulement à l'énergie que le proton va acquérir due à la différence de potentiel qui est elle-même due seulement à la structure même de la protéine et non pas le déséquilibre de protons. Donc voilà, ça c'est le résultat principal ici. Si vous voyez ça, nous sommes ici à moins 21, donc nous sommes dans l'espace intermembranaire, moins 20, moins 19. Quand ça arrive à 0, tout est rouge. Juste on a rentré, le proton est rentré dans le canot. Quand ça arrive à 70, c'est là où il sort, donc nous sommes proches, 50, 60, 70, bon, oups, il sort, c'est tout bleu, donc c'est tout négatif, et puis ça continue, on voit que ça devient plus bleu, et ça continue, on n'a pas détaillé ça, mais comment résumer ces résultats? Bon, on a pris une certaine distance des atomes, et puis on a fait une sorte de moyenne du potentiel électrostatique sur chaque plan. Donc chaque plan va nous fournir
un nombre qui représente de manière moyenne le potentiel électrostatique. On va faire un graphique de cela contre la coordonnée Z perpendiculaire à la membrane. Ça, c'est le résumé. Ça, c'est l'axe Z. Ici, c'est un potentiel positif. Ici, c'est un potentiel négatif. Et on va voir qu'est-ce qui se passe entre les deux par un seul nombre qui est la moyenne du potentiel électrostatique sur chaque plan. Donc ça, c'est le plan 0. C'est juste où le proton entre. Ça, c'est le plan 70 à 70 angstrom. C'est juste le proton. Il est éjecté ici. Voilà. Donc, il entre ici, il est éjecté là, et vous voyez qu'il y a une quarantaine ou cinquantaine de millivolts de différence entre le point d'entrée dans l'unité FO et le point de sortie de l'unité FO. Donc, il y a une différence de potentiel. La différence de potentiel n'est pas négligeable, vu que la différence de potentiel due au déséquilibre des protons est dans les 200 millivolts. Donc, ça, c'est pas négligeable. Donc, en résumé, nous pouvons attribuer 3 rôles distincts, mais complémentaires à l'ATP synthase. Un rôle putatif, bien connu dans tous les textes de biochimie, à savoir la catalyse, c'est-à-dire l'abaissement de l'énergie d'activation de la réaction d'ajout de phosphate inorganique sur la diphosphate d'adénosine pour former de l'ATP. Le second rôle, c'est de modifier non seulement la barrière de potentiel, l'énergie d'activation, mais aussi de modifier l'énergie elle-même de la réaction de translocation des protons de l'espace intermembranaire mitochondrial vers la matrice mitochondriale, c'est-à-dire la réaction de protons dans l'espace intermembranaire, protons dans l'espace mitochondrial. Pour mettre des nombres, donc, premièrement, le Z de proton, c'est 1, donc ça s'en va. Ça, c'est le numéro de proton, donc si c'est 1, donc c'est 1. Ça, c'est la constante de Faraday, et ça, c'est la différence de potentiel. Pour convertir en énergie de Gibbs, alors ça, c'est la formule qui va convertir d'un potentiel électrostatique, une différence de potentiel électrostatique, à une énergie de Gibbs, là où N, c'est le nombre de protons, si c'est 1, c'est 1, Z, c'est la charge en unité atomique du proton, si c'est 1, c'est 1, F, c'est la constante de Faraday, donc c'est 95 600 coulombs par mol d'électrons, disons. Donc en convertissant les différences de potentiel des 5 structures, c'est ça ce qu'on obtient par énergie par proton en kilojoules par mol. 3, moins 3, moins 5, moins 1, moins 1, moins 2. Dans les, disons, de 2 à 3, une molécule de glucose est équivalente à 32 molécules d'ATP. Il y a suffisamment d'énergie pour 32 ATP. Mais un ADP, pour être converti à un ATP, a besoin de 50 kJ par mol dans les conditions cellulaires. Donc la synthèse de 32 ATP a besoin de 1600 kJ par mol. Or, chaque ATP, comme je l'avais dit au début, nécessite le passage de 3 protons. Donc, une molécule de glucose, en fait, se traduit en 32 multiplié par 3, ce qui fait dans les environs de 90 protons transférés de l'espace intermembranaire à la matrice mitochondriale à travers l'ATP synthase, l'unité FO de l'ATP synthase pour chaque mol de glucose consumé. Donc la contribution de l'ATP synthase lui-même, en retournant au tableau ici, si on dit c'est entre 2, 3, 1 kJ par mol, donc si on fait de 1 à 3, disons, donc ça se traduit la contribution de l'ATP synthase lui-même, rien à voir avec
la différence de potentiel due au déséquilibre protonique, mais seulement due à la structure même de l'enzyme, va contribuer une affaire de 100 à 300 kJ par mol de glucose, soit une correction de 5 à 30% des valeurs qui sont dans les manuels de biochimie. De 5 à 30% si c'est correct. Nous pensons que c'est correct. Le travail de continuation qui est en cours maintenant, nous sommes en train de rédiger le second article sur ce travail par Islam Matar et Peyman Fahimi. L'impulsion de ce travail est que après 2022, jusqu'à 2022, il n'y avait pas une bonne structure de l'ATP synthèse humain publiée, mais récemment, en 2023-2024, il y a eu 2 structures qui ont été publiées, cette structure-là avec 4 différentes déterminations, donc 4 différentes rotamères de l'ATP synthèse, et aussi cette structure qui a été publiée encore plus récemment. Donc, Islam et Peyman, ils ont élargi ce travail d'une manière significative. Islam a collecté 176 structures d'ATP synthèse, puis il a suivi ce protocole et aussi a fait le même balayage CT scan le long de l'axe moléculaire, etc., avec visualisation. Il a commencé avec 702 structures des données de base cristallographiques qui ont été réduites à seulement 172 structures qui ont été retenues pour ce travail. Par exemple, ici, voilà, on voit une sélection de ces structures, de ces 176 structures. Celles-ci ont été éliminées pour différentes raisons. Par exemple, voilà un exemple. Quelques-unes de ces 176 sont exhibées ici. Mais vous voyez qu'il y a beaucoup qui ont été annulés, qui ont été rejetés de ce groupe. Donc nous avons seulement gardé certaines structures très bonnes, les 176 structures, et puis il a suivi ce protocole, comme d'habitude, pour calculer le potentiel électrostatique de ces candidats finalistes. Et après cela, sur la base du comportement du potentiel électrostatique de ces structures, il a pu les catégoriser en 3 catégories principales. Une contenant 129 candidats, 129 structures, une avec 33 structures et une 14 structures qui incluent l'humain. Donc voilà, vous voyez que les 129 structures qu'il a groupées ici, ils ont plus ou moins le même comportement. Dans la région importante, ça c'est la région que nous n'avons pas étudié cette région, nous sommes intéressés à la différence de potentiel du point de rentrée à la point de sortie de l'ATP synthèse, donc c'est cette région qui nous importe le plus, et vous voyez que plus ou moins ces 129 structures ont un comportement assez semblable, donc une différence de potentiel positive est assez grande. Et ce groupe de 14 structures a aussi une différence de potentiel positive, mais beaucoup plus petite que ce groupe. La différence de potentiel entre ici et ici est assez grande, entre ici et ici, pas tellement. Et puis, il y a ce groupe où c'est renversé, où en fait, le pôle positif est du côté de la matrice, et le côté négatif est du côté de l'espace intermembranaire. C'est l'opposé. Et ça comprend aussi l'ATP synthèse humain. Donc voilà les structures humaines. C'est plus compliqué. On est en train d'étudier exactement ce que ça signifie, cette topographie. Ça va être publié dans l'article que nous sommes en train de rédiger maintenant. Donc, ça, c'est la topographie entière des 4 structures humaines qui ont été publiées en 2023. Et ça, c'est de nouveau
la moyenne du potentiel électrostatique en fonction de la coordonnée Z. Et comme vous le voyez, par exemple, dans cette structure, on commence à moins 2,5 millivolts et on sort vers ici. Ça sort ici, dans l'humain, c'est un peu plus petit. Ça sort ici, donc c'est inversé. C'est contre ce qu'on a trouvé pour les bactéries, les levures, tout ça. Et c'est consistant avec les 4 structures, c'est plus ou moins le même résultat. Et aussi, pour la structure, la 5e structure qui a été publiée plus récemment, c'est aussi la même chose qu'on observe. Ça commence négatif du côté de l'espace intermembranaire et le proton sort dans la région positive du potentiel électrostatique de l'ATP synthase. La différence de potentiel, et avec un signe plus ici, c'est dans les environs de 10 millivolts. Donc, comment ça se traduit en contenu calorifique des aliments? Comment ça affecte la manière dans laquelle nous calculons le contenu calorifique des aliments? Donc, comment on peut traduire ces résultats? Comment cette relation entre la différence de potentiel électrostatique se traduit en contenu calorifique des aliments? Eh bien, nous savons que le gradient électrochimique de protons, la force motrice des protons, PMF, à travers la membrane mitochondriale interne, alimente la synthèse de l'ATP, comme je l'avais dit au début. Le potentiel de la membrane, delta C, est une composante majeure de ce gradient, et généralement compris entre 150 et 180 millivolts, négatifs à l'intérieur. Les protons qui se déplacent le long de ce gradient fournissent de l'énergie à l'ATP synthase pour convertir l'ADP en ATP. Ça, c'est bien connu. L'énergie libre associée au déplacement d'un proton à travers de la membrane interne d'une mitochondrie peut être calculée avec la formule bien connue, delta G égale la constante de Faraday multipliée par la différence de potentiel membranaire. Donc, pour une membrane qui a 180 millivolts, l'énergie par proton est de l'ordre du 20 kJ par mol par proton. Maintenant, ce potentiel est dû au déséquilibre de la concentration des protons. Maintenant, quelle est la contribution de l'enzyme lui-même, spécialement dans l'humain? Donc, la différence de potentiel entre le point d'entrée et de sortie du proton de l'ATP synthèse humain, due à l'enzyme, est de l'ordre du 10 millivolts. Donc, pour 10 millivolts, l'énergie par proton est de l'ordre de 1 kJ par mol. Et comment cela se traduit en une correction pour les calories qu'on estime dans les aliments? Eh bien, la correction, on compare ce kJ par mol avec ce 20 kJ par mol, donc c'est de l'ordre du 5% dans une direction de diminution du potentiel électrostatique qui est associé au déséquilibre protonique. Donc, en conclusion, la différence de potentiel entre les points d'entrée et de sortie des protons par l'unité FO, le delta C ATP synthase, se situe dans un ordre de grandeur de la tension due au déséquilibre de protons. Donc, l'ATP synthase semble contribuer directement à l'énergie de Gibbs, chimiosmotique. Donc, nous devrions ajouter un terme ici, peut-être plus ou moins, j'ai oublié de mettre un moins ici, plus ou moins, ça dépend de l'organisme, ça dépend de quel groupe, un terme nouveau qui n'a rien à voir avec le déséquilibre des protons, mais qui a tout à voir avec la structure de l'ATP synthase lui-même. Ça, c'est un terme nouveau. Donc, une conséquence possible, faut-il revoir la façon dont nous estimons les calories contenues dans les aliments, en diminuant de 5 à 10% par exemple, peut-être au lieu de 190 ici, peut-être c'est 170, 180, c'est une bonne nouvelle, parce qu'on peut manger un peu plus. Je vous remercie pour votre attention, et j'aimerais aussi remercier M. Tang Nguyen Dang de l'Université Laval, ainsi que toutes ses universités et organisations pour le financement. Je vous remercie.